6 juin 1944, 6 juin 2020. 76 ans après, je me souviens. Michel Pommier habite à Saint-Lô, dans le département de la Manche. Il avait 8 ans en juin 1944. Même pas au courant que c'était un débarquement, non. On entendait tirer, les roulements, quoi. Des bruits de pompe, ça aurait très bien pu être du tonnerre. Alors ce qu'il y a, on voyait des avions passer dans le ciel, mais par centaines. Le ciel c'était couvert d'avions. Et ils larguaient un petit peu comme des rubans d'aluminium. Ça brillait partout. Et ça, c'était en plein jour, plein soleil. Et bon, ça, on n'en faisait pas de quoi, il y avait des avions, on savait que c'était la guerre. Mais ces avions-là, on allait bombarder plus loin par ailleurs, sûrement. Mon père qui avait l'habitude d'aller se traîner en ville, il se ramène, et puis comme il jurait, il dit, bon Dieu, tu verrais, qu'il dit à ma mère, il y a les Américains, je raccroche chez les Américains qui sont venus bombarder la gare, ils ont rentré les wagons, il y a des tonneaux de pinards qui ont éclaté, il y a du chocolat partout. Et il avait un sac en jute, qui faisait 4 ou 5 kilos, il met ça sur la table, et bien il dit, j'ai récupéré du chocolat. Et grâce au 6 juin et au premier bombardement à la gare, là, en soirée, on a découvert le chocolat, nous. À Saint-Georges, par exemple, l'école, il y avait un petit muret. Et l'école normale, elle est un peu en dessous. À vol d'oiseau, elle est à 400 ou 500 mètres, même pas. Et il y avait les avions qui venaient mitrailler à l'école normale parce qu'il y avait une DCA. Et nous, on était assis sur le petit muret de l'école, à 300 ou 400 mètres à vol d'oiseau, et on regardait ça. C'était un spectacle. La guerre, c'était un peu un jeu. Nous. Et quand on pense à ça, vous vous rendez compte, l'avion, il arrivait souvent par l'est. Donc, quand il tirait, il tirait en piqué. Mais supposez qu'il tire droit et qu'ils viennent du sud-est, parce que les balles de leur mitrailleuse, ça allait à 3 km, c'est pas des cartouches de chasse. On aurait pu être tous flingués là sur le petit muret. Tous les après-midi, on allait faire des exercices de camouflage. Le maître nous emmenait, on allait dans un petit chemin, on marchait à 3-4 mètres les uns des autres, et puis au coup de sifflet, tout le monde applaudit dans le chemin. Et alors quand on avait un béret, c'est important là, quand on avait un béret, parce qu'avec le béret, on saluait les curés et les Allemands. Et quand on marchait sur la berme, on voyait un curé arriver à la bicyclette, il y avait beaucoup de curés. On le saluait. Et j'ai vu les Allemands se mettre debout, parce qu'on les saluait de loin, nous, les Allemands. Et j'ai vu les Allemands se mettre debout dans le camion et nous saluer. Il y a une femme du village, parce que c'est un petit village, il y avait 5-6 cheminées, quoi. Il y a Madame Bouillon, qu'elle s'appelait, je crois, qui est venue, qui a dit « faut s'en aller parce que les Américains vont bombarder, je sais pas pourquoi », qui était comme ça. C'était les prémices, ça. Alors on est tous sortis, on nous a dit « faut pas rester sur le village ». Et le village était 6 maisons. Et donc on est sortis dans les champs, qui se trouvaient derrière les maisons. Et il y a un gars du village là, qui avait fait une tranchée dans un champ, lui, pour se mettre à l'abri. Il avait fait une tranchée au pied du nez, mais une grande tranchée, elle pouvait être à 10 dedans. Et il avait recouvert de branches et de terre, tout ça. Alors on s'est réfugiés là-dedans. Et ça s'est mis à... C'est maintenant que je dis ça s'est mis à canarder. Tout compte fait, ils se sont dit, il n'y a pas de danger, on est sortis dans le champ, et tout d'un coup, le ciel s'est illuminé, ça a été un feu d'artifice. Et c'était les Américains qui étaient du côté de Pont-Hébert ou Saint-Jean-de-Dé, par là, qui tiraient sur les Allemands qui étaient de ce côté, au sud de Saint-Lô. Les obus passaient comme ça au-dessus de nos têtes. Mais alors, des milliers, ça a duré 2 heures, 3 heures, 4 heures. On se posait pas plus de questions que ça, parce qu'on était debout, on regardait. On était émerveillés, quoi, c'était des feux d'artifice. Alors, après, le vrai bombardement est venu, mais comme Saint-Lô est dans un creux par rapport à nous là-bas sur la butte, je me souviens même pas d'avoir entendu le bombardement. Et on était là-haut. Et c'était en feu. Ça ne nous a pas intrigué plus que ça.
On est allé dans une ferme à 200 ou 300 mètres de là, passer juste la nuit, et quand on est revenu le lendemain matin, il y avait un obus dans la maison, qui avait fait un grand trou dans le mur. Ma mère était désolée, ça avait cassé toute la vaisselle. Elle avait juste sa vaisselle de mariage, dans un panier, prêt à partir. Tout était... Enfin bref, on a bien fait de partir là, parce que c'était fini, on n'avait plus besoin d'aller en exode, donc t'es mort, parce qu'on vivait tous dans la même pièce. Non, je pense que les gens sentaient le danger. Moi, on est bien parti après le bombardement, là. Puis, largement après le bombardement. Parce que voilà, c'est là qu'il y avait de l'inconscience quand même. Parce qu'ils savaient qu'il y avait du monde dans le bourg. Hein. Là, à Saint-Ronfer, il y avait certainement des dizaines de personnes. Hein. Peut-être plus, parce qu'il y avait des réfugiés d'arriver là. Si ça se trouve, il y avait des centaines de personnes. Et ils ont quand même tiré sur le clocher. Oui, ils tiraient, il fallait que ça casse. Je ne suis pas capable de dire que j'ai eu peur une seule fois. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Alors que les gamins de 13, 14, 15 ans, eux, ont eu peur. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir eu peur. Au contraire, moi, les Allemands, j'en ai qu'une bonne image. J'ai jamais vu de violence. À Troisgau, il y avait un état-major dans la maison chez ma tante. Et puis il y avait des soldats, il y avait un officier, il y avait un commandant. Il y avait des cerisiers, et les Allemands étaient tout le temps grimpés dans les cerisiers. Et puis ils achetaient de la crème parce qu'ils ne volaient pas, hein, les Allemands. Quand un Allemand prenait de la crème, il la payait. Hein. Et moi je me souviens, j'étais assis sur le bord de petits murets il y avait une petite mare avec un puits là-bas. Il y avait des Allemands, là. Il y en avait un qui jouait de l'harmonica. Il était assis comme ça sur le mur. Il y avait un plateau de cerises entre nous deux. Lui, il avait un pot de crème, il mettait les cerises dans la crème. Et moi, je mangeais les cerises parce que je n'aimais pas la crème. J'avais les Allemands qui chantaient, qui étaient de bonne humeur, tout ça. Pas de violence. En revanche, quand la tante sortait de la maison puis qu'elle voyait qu'ils étaient grimpés dans les cerisiers, elle partait en courant, elle les engueulait, elle revenait encore plus vite, et puis elle allait voir le commandant. Et le commandant, il sortait, mettait tout le monde au garde à vous dans la cour. Mais ça bronchait pas. Mais le lendemain, il retournait cueillir des cerises. Après le bombardement, et les oncles sont revenus avec des copains. Il y avait quelques copains de leur âge, parce que mon oncle, il y en avait un qui avait que 18 ans à l'époque. Et ils sont venus avec un chariot à bras. Mais un chariot où on attelait un âne. Ouais, c'est du costaud avec des roues en bois, jantes en fer, autres comme ça. Et quand on est reparti, on a descendu la route de 40 ans, la rue Saint-Jean, pour aller dans l'Adolé, pour essayer de traverser quelque part dans l'Adolé qui était complètement chamboulé. Hein. C'était que des gravats. Alors on a récupéré des bouts de bois, des tôles, un tas de trucs comme ça, pour arriver à faire des passages au-dessus des trous de bombes. Quoi. Certains étaient pleins d'eau en plus, parce que l'Adolé ne pouvait plus s'écouler, c'était bouché. Tout le quartier là-bas était noyé. Et alors là, passer le chariot, ça a demandé des heures et des heures pour traverser. On a monté une route qui monte derrière, sous le cimetière, et qui ressort dans le virage, la route de Torigny. On est monté là, et il y avait des chars qui étaient brûlés tout le long, là. Il y avait 4-5 chars. Alors ça, pour que les chars soient brûlés, c'est qu'il avait fallu qu'il y ait de la casse. Il n'y avait pas âme qui vive. On n'a pas vu ni un Allemand, ni un Français. Il n'y avait pas âme qui vive. On était seuls. Mes oncles, ma mère, mon père, les gamins. Hein. Parce que les gamins, on n'était pas dans les charrettes, on était au cul, on poussait la berouette. Et moi, je me souviens, alors ça m'a toujours marqué. J'ai aperçu, vous savez où est l'école de musique? Oui. Hein, l'avenue avec les arbres, là, qui va au presbytère. Hein, et à l'église Sainte-Croix. Et ben, j'ai encore en photo le tas de cailloux du clocher. C'est après que je sais que c'était le clocher de Sainte-Croix qui était écrasé. Là où il y avait le Major Howie, déposé le corps du Major Howie. Je me souviens de ce tas de cailloux-là. Mais c'est pratiquement tout. La traversée de Saint-Lô. Mais ça a pris quand même des heures.
Mais alors c'est là que je me dis comment que ça se fait que... Parce qu'il n'y avait personne. Alors, est-ce que les Allemands étaient planqués dans les trous? Moi, c'est ce que je me suis dit maintenant. Tous les coups, les Allemands étaient planqués dans les ruines. Parce que les Américains n'étaient pas passés encore. Parce que quand on s'est retrouvé de ce côté-là, par là, pont de Gourfaleur, là, il y avait les Allemands. Mais ma sœur, là, qui est là, et puis mon jeune frère, on a traversé. Et tout d'un coup, ils se sont aperçus que... Les gens se sont aperçus que même mon petit frère et ma petite sœur n'étaient pas là. Alors il y a un gars qui a fait demi-tour, avec sa femme d'ailleurs, et tous les deux, ils ont dit, voulez-vous venir là? Ils étaient restés acheter des cailloux dans la vire. Et alors il y en a un qui a dit, mais pas bien, les Américains, les Allemands font sauter les ponts. Un quart d'heure après, c'est pas les Allemands qui faisaient sauter les ponts, c'était les Américains qui sont venus mitrailler. Ils seraient venus un quart d'heure plus vite, ils pouvaient mitrailler les gamins, quoi. Alors, bon, on est arrivé à Saint-Ronfer, sans encombre. Le lendemain même, on a vu des gens arriver qui étaient encadrés par les Allemands. Les Allemands avaient fait... C'est ce qui prouve que les Allemands étaient bien là, puisque les gens qui habitaient avec nous à Saint-Georges se sont trouvés sur la route 2 ou 3 jours après et sont arrivés à Saint-Ronfer encadrés par les Allemands qui avaient ramassé tous ceux qui n'avaient pas évacué, y compris les gens de Salot qui n'avaient pas évacué. Alors il y en avait plein la route. Et comme nous, on était... Disons qu'on s'était assumé, ils nous ont pas mis dans le lot. On a toujours été libre. On a suivi le même parcours que les autres, mais libre. Parce que les Allemands étaient responsables des gens qu'ils avaient encadrés. Ça se faisait sans bruit, quoi. Et en revanche, à Saint-Georges, à Saint-Ronfer, ben, les gens, on a tiré des seaux d'eau parce que tout le monde avait soif. À la limite, j'ai eu plus souvent des Allemands à mes côtés que des Américains. Bah, les Américains, ils passaient, hein. C'était que de passer. Quand ils étaient là, ceux qui venaient aujourd'hui, c'était pas les mêmes qu'hier. Hein. Ah bah oui, les Américains n'étaient pas en vacances. Hein. Est-ce que les Allemands, ils étaient tous gentils. Il y a même eu un jour triste, il y avait un Allemand qui pleurait. Et puis mes tantes qui essayaient de le consoler. Oh, c'était un jeune, je sais pas là, mais c'était un jeune soldat. Et il pleurait, c'est les tantes et même les oncles qui le consolaient. Bah, il venait d'apprendre que toute sa famille avait été tuée sous les bombardements en Allemagne. C'était triste pour tout le monde. Hein. Parce que les Amerlocs, quand ils s'installaient pour 24 ou 48 heures, je ne sais pas trop, s'installaient dans les chemins, ils faisaient des trous d'hommes. Donc ils faisaient un trou d'homme, mais il y en avait un tous les 10 mètres. Et ils étaient bourrés de munitions. Et ils repartaient souvent en laissant des munitions sur place. Essentiellement des cartouches de fusil, quoi. Quelquefois des grenades. Et il y avait des chemins, on ramassait des milliers de cartouches. Mais des milliers. Hein. On était une bande quand même, on avait réussi à faire une bande de 10 ou 12. Et notre boulot, c'était de démonter les cartouches. On démontait les cartouches et on faisait des tas de poudre. Et là, on était dans les champs. Hein. Et dans les champs, il y avait des rubans entre les pommiers. C'était mi-danger, mine. Et nous, on jouait là-dedans. Heureusement que ça devait être des mines anti-chères. Mais s'il y avait eu des mines anti-personnelles,
Il y a longtemps qu'on serait mort. Mais ça devait être que des mines anti-char. Mais il y avait des... Alors vous vous rendez compte, savoir qu'il y ait des gamins comme ça, on n'a jamais vu un bonhomme venir nous foutre des coups de pied au cul. C'est pas normal, il y avait des hommes quand même. Même si la plupart étaient prisonniers, il y avait quand même bien dans le village. Il y avait un curé. Non, on était... Mais le décès à l'air, vous vous rendez compte? Heureusement que les gens étaient insouciants. D'abord, quand je raconte ça à ma mère, elle dit, j'aurais pas pu survivre, parce qu'elle m'a dit, alors que maintenant, on ne laisse même plus aller à gamin regarder notre procès. Hein? Et il y a toujours un qui avait une boîte d'allumettes, et on les faisait brûler. Mais je vais vous dire, quand vous avez démonté 1000 cartouches, ça fait déjà tant de poutres, ça fait peut-être des tas de 20 cm de haut. Et on faisait brûler ça, et du coup, on a foutu le feu à des pommiers. Il y avait des pommiers qui brûlaient, qui plantaient. Vous voyez con. Et on a fait ça, mais des dizaines de fois, sans jamais se faire botter le cul. Moi, alors ça me dépense. Et quand on allait... Alors, on était allé à l'école, là. C'est quand on est allé à l'école, sur le bord de la route. Vous voyez, quand vous traversez la forêt de cerisier, quand les bûcherons sont venus tracer les bûches de bois, là, et bien il y avait ça, le long de la route, mais c'était des obus. C'était pas des bûches de bois, c'était des obus qui étaient empilés comme ça sur des dizaines de mètres. Il y avait des tonnes d'obus, voilà, qui avaient été récupérés. Et c'est pareil, c'est peut-être des soldats, il y avait peut-être des soldats chargés de récupérer tout ça, je sais pas. Incapable de vous dire. Mais alors il y avait ça. Mais on n'a jamais essayé d'aller les toucher. En revanche, on avait dû nous faire la leçon. Mais pour les cartouches, là, on n'a pas fait la leçon. Oh oui. Un jour, je tombe sur un petit obus, c'était un obus de canon de 30 mm, je sais pas quoi, anti-aérien ou un truc comme ça. Et l'idée m'est venue, parce que je savais qu'en tapant au cul, ça pouvait faire du bruit. L'idée m'est venue, planter d'obus dans la terre, sous une chartrerie, on appelle ça, là, on ramassait les panneaux, et j'ai tapé au cul. Et à un moment donné, ça a explosé. Un grand boom sous le hangar. Là, ma mère est sortie en courant. J'avais fait péter le machin. J'ai eu de la chance, parce que comme je savais de la terre, le bout a dû s'enfoncer dans la terre, et la douille a volé. J'aurais pu faire. Dingue. Alors ma petite sœur avec des grenades dans les mains, on n'a jamais eu l'idée de jeter des grenades. Mais en revanche, quand on est revenu à Saint-Lô, on jouait encore avec les engins de guerre dans les champs, là. Il y avait des obus de mortier qui traînaient, qu'on récupérait. Moi, j'ai juste connu un accident d'un copain qui avait dégoupillé une grenade, et il a eu le bras arraché. Mais c'était pas un gars qu'on fréquentait, je l'ai fréquenté qu'après, en revenant à Saint-Lô, quand il avait 13 ans, 12-13 ans. Ah oui, là-dedans, il y a des bombes. Hein. Tout ça, c'était bombardé. Le chemin du Burel, là, il y avait des gens qui s'étaient réfugiés, il y a eu des dizaines de morts, il y a des corps qui n'ont même pas retrouvé. Qui ont été vaporisés. Il y a un mec de la ferme, là, il a retrouvé le corps de son gars dans la cour et il n'a jamais retrouvé la tête. La tête est peut-être partie dans l'étang, il y a un étang à côté, là. Ici, là. Moi, sur ce que je me souviens, il y avait des gens qui s'occupaient des autres. Mais il y avait de l'entraide. Bon, il y en a encore, heureusement. Mais c'est plus la même chose, ça n'a rien à voir. On était libre comme l'air. D'abord, il n'y a pas eu, on n'est pas retourné à l'école tout de suite. C'est pareil, mais vachement marqué à l'école, et vous vous rendez compte, j'ai mangé des poires au sirop qu'il y avait au dessert. Je ne connaissais pas ça, des poires au sirop. Parce qu'il faut se dire que nous, une tranche de pain et un morceau de sucre, c'était déjà bien. Parce que c'était pas tous les jours, pas tous les jours. Les jours sans pain, ça existait.
Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de passer à travers. C'était serré parce que moi, c'était à 8 ans, comme j'avais, on commence à manger là. Je suivais mes petits frères et mes petites sœurs, mais qui avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et j'attendais qu'ils jettent leurs croûtes. Pour récupérer les croûtes dans la cour. Parce que moi, j'ai crevé de faim. Hein. Ah oui, j'ai crevé de faim. Heureusement que je mangeais des pommes. Moi, quand je raconte ma vie, j'ai vécu de pain, d'œufs et de pommes. Un soir, on s'est couché, on s'est mis sous les banneaux. Il y avait les Allemands dans le champ. Et le lendemain, il y a un gars qui dit « C'est bizarre, les mecs qui arrivent là de l'autre côté de la haie, c'est pas des Allemands. C'était les Amerlocs. » Et bien le soir, on s'est couché avec les Allemands dans le champ, et le matin, on s'est réveillé avec les Américains. Et là, on a commencé à avoir des bonbons. Et alors, ça c'est incroyable. Les Allemands, ils se caltaient. Ils avaient le sens du repli et de s'installer plus loin. Et puis de attendre des Amerlocs. Et c'est là que ça canardait. Mais c'était déjà loin. Les Allemands, ils reculaient, ils s'installaient. Il y avait les chars, il y avait les canons, ça. Ils faisaient des barrages. Et il y a eu ça, et bien, dans la journée qui a suivi, ça a été un flot continu d'Américains, 4 par 4 dans les chemins. Ça a passé comme un ruisseau. Mais des milliers d'hommes qui sont passés pendant une journée. Dingue. Et ils installaient un campement. Mais un campement, c'était la foire de l'essai. Hein. Quand ils installaient un campement, les Amerlocs. Il y avait des stands. C'était presque la foire. Hein. Bon, il y en avait qui étaient en train de se faire tuer peut-être à 2 kilomètres de là. Mais là, il y avait les stands. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, parce que moi, ça a été une bonne période, ça. Alors forcément, quand il y avait les femmes dans le coin, il y avait les Amerlocs qui draguaient. Et moi, j'avais 2 tantes qui étaient jeunes, qui avaient la vingtaine d'années. Et ils venaient draguer. Je ne sais pas, moi, pour les filles, pour se couvrir, elles m'emmenaient souvent avec elles. Alors moi, j'allais avec les Amerlocs. Il y avait des chenillettes, on appelait ça. Et c'était des petits engins à chenilles. On pouvait être 6 ou 8 là-dedans. Savoir ça, quand ils allaient dans les chemins, les chenilles étaient dans la haie, comme ça, de chaque côté, puis il y avait le vide en dessous. Et quand ils voulaient aller draguer les filles, ils m'emmenaient dans le camp, là, c'est le champ de foire. Ils m'emmenaient voir les stands où il y avait des bonbons et tout ça. Et puis ils allaient se promener avec les tantes. Alors là, j'ai mangé des bonbons. Je ne savais pas ce que c'était que de manger des bonbons. Là, j'ai eu une belle période. Bon, puis ça a dû durer 8 jours, ça. Et puis, les Amerlocs sont partis vers le sud, et puis nous, on est revenus vers le nord. Et il y avait les Amerlocs, ils venaient, comme mon grand-père, il venait bistrot. Enfin, son fils. Et il venait au bistrot. Bon, alors il y avait les tantes, et les Américains, ils venaient draguer les tantes tous les soirs. Et moi, je m'étais fait un copain. Là-bas, c'est enfer, je n'ai jamais su son nom. Je suis incapable de dire. Un gamin de mon âge. Et de l'autre côté de la route, c'est mon grand-père, il y avait une maison là, un petit peu juste après l'église. Et nous, on s'était fait notre camp retranché dans le grenier. Donc les Américains, ils venaient tous les soirs faire des distributions de cigarettes aux hommes. Ils étaient dans les jeeps et ils jetaient les paquets de cigarettes comme ça. Alors, tous les hommes avaient des caisses à munitions, des caisses en bois à munitions, mais il n'y avait pas de munitions dedans, mais les caisses étaient pleines de cigarettes. Et tous les hommes avaient des caisses de cigarettes sous le plumard. Et bien nous, on avait récupéré une caisse à munitions aussi, mais c'était sympa, les Amerlocs, ils n'avaient pas pensé qu'aux hommes, ils avaient pensé aux gamins. Et en même temps qu'ils balançaient des cigarettes, ils balançaient autant de rouleaux de bonbons de notre côté. Parce qu'il y avait des rouleaux de bonbons acidulés. Il y avait des bonbons, mais alors, on en avait des kilos. Hein. J'aurais pu finir diabétique, heureusement que j'étais mec comme un coucou. On n'était pas gêné par la graisse. Hein. Et ben, on en a mangé des caisses de bonbons et des pâtes de fruits. Voilà, il y avait des bonbons et des pâtes de fruits. Voilà. C'est tout ce que...
Ouais, mais on avait une chaise, comme ça. On allait faire des virées, mais après le passage des Américains, là où ils avaient installé leur camp, tout ça, on allait faire une virée parce qu'ils laissaient plein de trucs à traîner. Hein. On revenait, on avait des pouques pleines de sacs de gâteaux, des paquets de gâteaux. On en a mangé des gâteaux. Et puis un jour, il y a un couillon qui dit comme ça, « Oh, faut pas les bouffer, leurs gâteaux, ils sont empoisonnés. » Il disait ça. Ben, on aurait dû être mort parce qu'on en avait bouffé. Alors ça, avec mon oncle Georges, c'était... Oui, il y a une histoire triste. Il y a une femme qui était arrivée, pareil, avec 6 ou 7 gamins. Et elle avait son mari qui était avec une brouette qui était plus loin derrière. Et elle a voulu redescendre voir où il était. Et en descendant, il y a un obus qui est tombé au pied du cimetière. Elle a été tuée. Parce que les Américains, c'est les Américains qui démolissaient les clochers. Ils visaient les clochers parce que c'était des postes d'observation pour les Allemands, ça. Alors ils foutaient tous les clochers en l'air. Et ils ont tiré ce clocher de sa renfer. Ils ont retourné le cimetière, le clocher est toujours debout. Mais ils ont retourné le cimetière. Et là, malheureusement, il y a cette femme-là, mère de 7 gamins, qui a été tuée. Et la tête coupée par un éclat d'obus. On allait traîner dans la nature. Mais ce qui me surprend, c'est le silence. C'est paradoxal. C'est le silence, et vous voyez, on rencontrait personne. Et on est arrivé dans une petite ferme. Ça n'avait pas été bombardé, rien du tout. Il y avait la maison. À l'ouest de la maison, il y avait un appentis. Et il y avait 2 portes en bois qui étaient grandes ouvertes. Et là, par terre, il y avait un homme mort. Alors là, moi, ce qui m'a soufflé, c'est que c'était un noir. Et c'était un soldat américain. Alors c'était un soldat américain. Alors, j'étais pas ému. Pour moi, c'était un homme qui était en train de dormir. Et alors mon oncle, je me souviens que mon oncle m'a dit, oh ça c'est encore un café des conneries. Il m'a dit un truc comme ça. Et j'ai appris qu'après, quand il y avait eu déjà le cas à Saint-Georges. À Saint-Georges, il y avait eu 7 noirs qui avaient été pendus au tilleul. Parce qu'ils avaient violé des femmes. Et ce noir-là, c'est le seul homme que j'ai vu, c'est le seul mort que j'ai vu. C'est un noir. C'est ça qui m'a peut-être marqué le plus. Que ce soit un noir. Je n'avais jamais vu de noir. Je ne savais pas que les hommes noirs existaient, quoi. Oui. Mais ça faisait pas peur. Ça m'a même pas fait peur, non. Il donnait l'impression de dormir, quoi. Il avait été tué certainement par balle. Ce qui fait que je n'ai pas été traumatisé du tout par la guerre. Au contraire, la guerre est un terrain de jeu. Du tout. Et ça a continué après la guerre à être un terrain de jeu, mais alors là, dangereux. Là, c'était jeu interdit. Hein? Podcast by Tendance Ouest.